Il y a quelques semaines, l'UFC a annoncé un combat entre Alex Pereira et Khalil Rountree Jr. pour la ceinture de champion des lourds légers à l'UFC 307. Et évidemment, cette annonce n'a pas manqué de faire réagir tout le monde puisque Khalil est non seulement classé 8ème de la division, mais il lui manque une victoire de référence et il sort également d'une période de suspension pour dopage, même si le public comprend généralement que parfois il y a des écarts qui doivent être faits dans la sélection d'un challenger pour diverses raisons. Cette fois-ci, ça coince un petit peu. Et ça coince parce que Khalil ne semble non seulement pas légitime à combattre pour la ceinture, mais aussi que d'autres prétendants bien plus légitimes que lui sont disponibles, voire combattent carrément dans les semaines suivant l'UFC 307. Évidemment, vous l'aurez compris, je vise surtout ici Magomed Ankalaev qui combat sur la carte de l'UFC 308 et qui semblait être le challenger le plus méritant disponible, même si selon moi, une victoire contre Johnny Walker, bon, on se comprend tous. Cette annonce et ce qui en découle a relancé plein de sujets qui sont assez récurrents et qui sont, je trouve, assez bien résumés et regroupés dans ce cas de figure-ci, donc je me suis dit qu'on pouvait en parler un petit peu. Pour éviter que la discussion ne parte dans tous les sens en revanche, il est important de recentrer ça autour du sujet central et de ce dont on parle véritablement lorsqu'on évoque le matchmaking, à savoir où commence le business et où s'arrête la légitimité sportive. Parce que c'est ça le vrai sujet. L'UFC, c'est une entreprise de divertissement sportif, c'est hybride et très unique comme système et ça ouvre la porte à toutes sortes de largesses. Ici, la ligue s'autorégule en indépendance ou presque et finalement, la promotion agit comme sa propre autorité en ce qui concerne les choix sportifs. Et ces choix deviennent donc de fait des choix économiques puisqu'ils sont entre les mains de ceux qui vont en tirer les bénéfices. Finalement, la seule chose que l'UFC ne contrôle pas, c'est ce qu'il se passe dans la cage. Mais encore une fois, ça, ce n'est même pas une vérité absolue puisqu'en choisissant Rountree Jr. par exemple, l'UFC met un striker en face de Pereira, ce qui ne garantit pas le résultat, mais fait sérieusement pencher la balance de son côté. Lorsqu'une décision est prise, il y a donc ce qui est mieux économiquement pour l'UFC et ce qui a le plus de sens sportivement. Parfois, les deux se rejoignent et parfois pas. Et ce qui dérange, et a toujours dérangé les fans, c'est l'implication plus ou moins poussée de la promotion pour aller dans le sens économique plutôt que dans le sens sportif. Finalement, ce serait presque l'image d'une main céleste qui viendrait perturber la dynamique naturelle du sportif juste parce que ça l'arrange bien. On va y revenir, mais c'est aussi le jeu lorsque tout se passe sous le même toit, si on peut dire. Mais ce sentiment, il s'est exacerbé dans le temps. Ce n'est pas soudain et ce n'est pas qu'un problème moderne. Ce qu'on pourrait presque qualifier de tyrannie du business dans les décisions de l'UFC, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis toujours d'ailleurs. Dès l'UFC 3, le tournoi est pensé pour que la revanche entre Ken Shamrock et Royce Gracie ait lieu. Ce n'est pas arrivé, mais c'était clairement l'objectif visé. Pour prendre la discussion sur une base un peu plus moderne, on peut parler par exemple de l'apparition des classements en 2013. Déjà, c'était censé mettre un peu d'ordre et de logique dans tout ça, mais ça a surtout servi à mettre en lumière les incohérences sportives de la promotion. Tout d'un coup, il y a eu une petite tension entre les décisions de l'UFC et le sportif, puisque désormais c'est difficile d'écarter des candidats à la ceinture légitime, puisqu'il y a littéralement un système qui impose une hiérarchie claire et chiffrée entre les combattants. Ça a créé des situations ubuesques très tôt. Par exemple, quand Al Anderson a affronté Michael Bisping pour la ceinture en 2016, alors qu'il n'était classé que 13e mondial, ça n'avait aucun sens. Mais je dois dire pour la défense de l'UFC qu'à l'époque et même maintenant dans une certaine mesure selon moi, j'ai toujours trouvé que la balance entre ce qui avait du sens sportivement et pour le business n'était pas complètement déréglée. Oui, il y a des écarts, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'UFC bashing juste pour tomber dans l'UFC bashing. Par contre, ce qui est évident pour qui veut bien le voir, c'est que tous les combattants ne sont pas égaux face à la machine commerciale de l'UFC. Ce que Tony Ferguson avait qualifié avec humour de Dana White privilège est une réalité qui affecte le parcours de certains combattants jusqu'à la ceinture et parfois même en tant que champion du monde. C'est ce qu'on peut supposer être le cas pour l'UFC 307. Alex Pereira est devenu l'une des figures de proue de la promotion et alors qu'il y a des choix d'adversaires peut-être un peu plus complexes stylistiquement pour lui, l'UFC le programme contre Rountree Jr. qui, sur le papier, est un adversaire plus qu'à la portée du Brésilien. Ces dernières années, l'UFC est devenu particulièrement doué dans la manufacture de stars. Je doute qu'on reverra un phénomène du niveau de Conor McGregor, mais la promotion a un nombre assez impressionnant de têtes d'affiche médiatiques et même si ces combattants sont souvent très charismatiques et réalisent des grosses prouesses dans la cage, il faut dire qu'il y en a qui nous sont un peu imposés, qui occupent l'espace médiatique et qui bénéficient de grosses opportunités avec parfois un mérite relatif. Je pense qu'une façon un peu grossière de le dire, c'est que l'UFC essaye un peu de recréer l'effet McGregor, mais quand c'est trop manufacturé et trop artificiel, ça se sent. Paddy Pimblett est une assez bonne représentation de ça. Il a une tonne de charisme, il s'est plutôt bien débrouillé dans l'octogone jusque-là, mais le relais dont il bénéficie est disproportionné face à ses accomplissements actuellement. Et ça crée un sentiment étrange, parce que là où je trouve que par exemple pour Pimblett, pour modérer son cas, il n'y a pas de démesure dans le côté sportif, ce que je veux dire c'est qu'il affronte pour le moment des adversaires qui ont du sens, c'est pas le cas d'autres combattants, comme Colby Covington par exemple, mais ça c'est un exemple moderne, mais Darren Till c'était la même chose, c'était disproportionné. Mais je tiens à préciser tout de même que j'en veux pas du tout à ces combattants,
bien sûr. Si une opportunité se présente, il faut évidemment la saisir, mais à trop montrer un favoritisme promotionnel, on peut créer une forme de lassitude chez le public, voire même détourner une partie des fans d'un combattant. C'est à la promotion de trouver le bon dosage. Alex Pereira, par exemple, est un combattant extrêmement populaire et en plus d'avoir un style incroyable et d'être très performant dans l'octogone, il a une très belle personnalité, mais d'un point de vue spectateur, on ne sera pas intéressé par trop de combats contre des mecs du calibre de Roundtree Jr. Ça passe, même si ça grince un petit peu des dents, mais si l'adversaire suivant n'est pas au niveau, petit à petit, il y aura de la lassitude, c'est obligatoire. Mais je précise aussi qu'il y a une hypocrisie de la part du public, parce que les fans se font souvent les défenseurs de la légitimité sportive quand ça les arrange. Même s'il y a des complaintes, on les entend quand même un petit peu moins pour défendre un Kalayev ou Belal Mohamed que par exemple Thomas Spinal. Tout dépend de la popularité du combattant lésé ou mis en avant évidemment. Quand Mateusz Gamrot a dû défendre son classement plusieurs fois par exemple et qu'il s'est fait passer devant alors qu'il était backup pour la ceinture des poids légers, on n'a pas entendu grand monde, alors que si un truc similaire arrive à Charles Oliveira, bon, on se comprend. Parce que pour le coup, si on parle d'Alex Pereira, le Dana White privilège il est présent depuis son arrivée à l'UFC, mais comme il est cool, visiblement il n'y a pas trop de soucis. On parle tout de même d'un mec qui est passé d'affronter Bruno Silva au 4e de la division soudainement d'un coup là quand même. Mais par contre, privilège ne veut pas dire qu'il n'a pas fait le taf par la suite, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Que ce soit lui ou Sean O'Malley par exemple, eh bien à un moment donné il faut devenir champion et ça, privilège ou pas, c'est entre les mains du combattant. Mais cette indignation à géométrie variable, c'est aussi le résultat d'une internalisation du fonctionnement de l'UFC, qui est aussi en partie une réponse à une envie du public. Parce que même si l'UFC drive un peu l'opinion, à part dans des rares cas, la promotion ne va pas à l'encontre totale de la vie populaire. En ce moment par exemple, il y a beaucoup de bruit autour de la situation de Thomas Spinal et John Jones, et si on écoute la sphère Twitter, la sphère des passionnés hardcore, ceux qui décortiquent tout toutes les semaines, c'est le scandale du siècle. Mais en réalité, je ne suis pas sûr que le fan de MMA moyen soit si désabusé que ça de voir John Jones affronter Stipe. Cette envie du public, cette hype, elle est créable de toutes pièces et elle est malléable dans une certaine mesure. Et je doute que l'UFC s'entête dans des décisions qui n'ont aucun sens économique. Si la promotion veut pousser un combattant mais qu'à un moment donné il n'a pas le rendement qui justifie le temps que lui accorde l'UFC, et inévitablement cette attention elle va s'amoindrir. Donc quand on me demande si l'UFC a un problème de légitimité sportive, je réponds que oui, évidemment. Mais que souvent, ce qui est perçu comme des passe-droits ou des irrégularités, c'est aussi la réponse à une envie collective, à une hype, qui est la métrique la plus importante pour un business comme l'UFC. Alors parfois il y a des loupés, mais ces loupés, moi, j'ai souvent l'impression qu'ils sont la conséquence d'une absence de vision long-termiste dans le matchmaking, en plus bien sûr des petites affaires internes dont on n'est pas au courant. Mais pour prendre le cas Roundtree Jr par exemple, je pense qu'il a aussi été choisi parce qu'il était dispo, qu'il sort une série de victoires, et je pense pas que l'UFC ait volontairement voulu bloquer Magomed Ankalaev, mais seulement qu'ils ont fait avec ce qui était disponible à l'instant T. Peut-être que je me fourvoie bien sûr, mais c'est mon avis sincère sur la question. Surtout que dans les histoires de matchmaking, comme on sait, il y a la relation avec les managers qui rentrent en compte, les demandes des uns et des autres, les timings, les visas, ce qui est peut-être important dans le cas d'Ankalaev, enfin bref. Peut-être que Roundtree finalement c'était la solution facile au moment où il fallait booker un combat et tant mieux pour lui. Maintenant, pour revenir sur la situation un petit peu plus globalement, je dirais que tout ça c'est un peu le prix à payer pour avoir une ligue unifiée et durable, sans affirmer que ce soit le meilleur format ou pas bien sûr, mais dans l'objectif de pérennisation de l'UFC, c'est un fonctionnement qui a fait ses preuves. Surtout qu'on ne va pas se mentir, les largesses au niveau de la légitimité sportive nous ont aussi permis de voir quelques combats assez incroyables et on boude pas trop notre plaisir quand ça arrive. Moi le premier d'ailleurs, même si j'essaye toujours de défendre ce qui me semble être le plus logique sportivement, il y a des moments où je ferme les yeux et je me contente de passer un bon moment. Donc c'est difficile pour moi d'avoir un regard trop critique sur cette question, parce que c'est important d'être raccord avec la façon avec laquelle je consomme aussi le produit. Finalement, j'ai un peu accepté que l'UFC c'était un business avec un traitement sportif, mais que quoi qu'il arrive, le sportif n'est que le vaisseau du business et que ce ne sera jamais la priorité. Donc est-ce qu'il y a un problème de légitimité sportive à l'UFC? Oui, à certains égards, mais est-ce que ça me dérange vraiment profondément? Force est de constater que pas tout à fait, en tout cas, pas tout le temps. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que selon vous, il y a un problème de légitimité sportive à l'UFC? Si oui, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange dans la façon dont vous consommez l'UFC? C'est surtout ça la partie qui est importante. C'est est-ce que, si vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes déjà retrouvé outré par le fait qu'une décision sportive ait endigué un de vos combattants et que ça vous a détourné du produit, ou même un combattant tout court, ça n'a pas besoin d'être un des vôtres. Ça m'intéresse vraiment, je serais très curieux de savoir où les gens se positionnent là-dessus. En tout cas, prenez soin de vous et on se reparle bientôt. Salut tout le monde.